Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Histoire de Dubaï, le premier podcast français sur Dubaï. Lorsqu'en septembre 2019, nous avons eu l'opportunité avec mon mari de nous installer à Dubaï, je ne suis presque tombée que sur des reportages montrant le luxe et la démesure de cet émirat. J'ai également tout de suite été confrontée à tous les clichés que l'on peut avoir sur cette cité-État. Bling bling, 50 degrés toute l'année, aucune nature, rien à voir à part les malls, voile obligatoire et j'en passe. J'ai donc envie de montrer une autre image de Dubaï, celle des francophones qui y vivent et y font bouger les lignes dans tous les domaines. Mon objectif, vous donner les clés pour qu'à votre tour, vous puissiez tenter votre chance. Je m'appelle Laura Pouliken et je suis également la fondatrice du podcast L'Aléa et créatrice du studio Bailo, mon entreprise qui vous accompagne dans la création de contenu écrit et audio. Si vous voulez en savoir plus sur Dubaï, je vous invite à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram à Lo from Paris. Et si le podcast vous aide rien qu'un peu, n'hésitez pas à en parler à vos amis, votre famille, à le noter et à le commenter. À très vite! Aujourd'hui, je suis avec Adeline, la créatrive de The Musette. Hello! Hello Laura! Comment vas-tu? Bien, merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Tu m'avais invitée il y a quelques mois Oui, pour un live sur Dubaï. Donc, c'est à mon tour de t'inviter. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Adeline Verdier-Velten. Je suis maman, mariée, 2 enfants et expatpreneur. Entrepreneur à la base et devenue expatpreneur. Ouais, et bien justement, est-ce que tu peux nous raconter déjà comment ta vie professionnelle a commencé et qu'est-ce qui vous a amené en fait à Amsterdam, qui est votre première expatriation? Alors, ce qui nous a amené à Amsterdam, comme beaucoup, c'est le travail de mon mari. Et donc, écoute, on a profité de l'occasion, on s'est dit, ok, allez, on se lance. Il y avait un côté rassurance qu'en effet, c'était Amsterdam et c'était pas très loin de la France, la culture était pas assez proche, donc voilà. Et puis surtout parce que moi, j'avais mon premier métier, entre guillemets, de cœur, parce qu'au départ, je suis restauratrice de tableaux. Et je m'étais dit, si je vais pouvoir rentrer, et si je rentre, j'ai pas envie d'avoir mis mon projet professionnel, entre guillemets, à la poubelle, et devoir tout recommencer. Donc c'était voilà, tout est bien tombé, et je pouvais faire, et j'ai fait des allers-retours tous les 15 jours. D'accord. Ouais, les 2 premières années d'expatriation, parce que j'avais mes clients, j'avais des élèves, voilà, l'atelier marchait, donc je voulais pas. Ouais. Puis après, voilà, et au bout pendant cette 2e année où je faisais quand même encore ces allers-retours, je me suis dit, il faut que je trouve un projet qui soit plus nomade, au cas où on soit amené à rebouger. J'aurais pu m'installer à Amsterdam avec un atelier, mais les loyers étaient beaucoup plus chers. Et puis en plus, ça, j'en avais une grosse inconnue, c'est on reste combien de temps? Et monter un atelier d'artisanat d'art avec, comment dire, ça prend au moins 5 ans. Voilà, je ne voulais pas autant m'investir, mais donc je me suis dit, voilà, il faut que je me trouve un projet nomade, que je puisse emmener partout. Et c'est au détour d'une discussion avec une maman à une sortie d'école où je lui demandais ce qu'elle faisait, et elle m'a dit, à part m'occuper de mon enfant, faire du sport et le ménage, pas grand-chose. Je me suis dit, oulala, mais j'espère que l'expatriation, c'est pas que ça. Et après, au fur et à mesure, j'ai rencontré des mamans, des femmes, parce que c'est souvent les femmes qui suivent en expatriation. Et en fait, elles prenaient ce temps d'expatriation pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et je trouve ça très, très intéressant, parce que souvent, elles se sont complètement réinventées. Souvent, elles avaient des parcours, je dirais, entre guillemets, classiques, voilà, des écoles de commerce, écoles de droit, voilà. Et puis, elles font un virage à 180 degrés et elles font quelque chose dans l'artisanat, dans des ONG, etc. Et je me dis, mais ça, il faut pouvoir le mettre en avant. Et voilà, donc l'histoire des The Musette est née comme ça. D'accord. Et c'est que des belles histoires, des rencontres, des parcours... et voilà, des phases, des explications de projet avec leurs phases de départ, entre guillemets, le milieu et presque la fin. Enfin, d'accord. C'est bien développé, quoi. Ok. Juste pour revenir, tu avais quel cliché sur Amsterdam? Parce que j'ai pas l'impression que ce soit une destination avec beaucoup de clichés, mais je me trompe si, peut-être. Moi, je me dis, il fait moche, il fait froid, il pleut, la nourriture est pas top. Bon, alors ouais, il pleut, mais pas plus qu'à Paris, et bien moins qu'à Biarritz au final. Il fait froid, mais pas plus que ça. Enfin, franchement, par rapport à Paris, moi d'où je viens, on était en banlieue parisienne, c'est pratiquement pareil.
J'ai eu, sur les 6 ans où je suis allée, on a eu 2 fois les canaux gelés, donc pour dire qu'il avait fait hyper froid, mais sinon, voilà. Et la nourriture, bon alors ouais, si tu vas faire, il y a des super grands restos, voilà, aussi la nouvelle cuisine qui parle à tout le monde. Mais c'est vrai qu'après, c'est pas non plus les spécialistes de la bouffe. Il y avait... il y a des spécialités que ceux qui vivent à Amsterdam reconnaîtront, c'est les bitterballen, par exemple. Oui. Une espèce de boules de viande farcie, hachée, c'est spécial. Et puis, ils sont pas du tout... La nourriture, c'est pas ce qui les intéresse, en fait. Ils mangent parce qu'il faut manger. Ils mangent pas par plaisir, alors que nous, Français, on mange parce qu'on aime ça. On prépare et tout. Eux, mais même à midi, un samedi midi, ils sont encore avec leur sandwich jambon fromage. Et puis, c'est vrai qu'ils sont un petit peu radins là-dessus. Mais après, il y a eu des bonnes surprises voilà, dans leur mentalité, dans leur lifestyle, comme on dit. Vous êtes resté combien de temps en tout ? 6 ans. 6 ans, ok, donc c'est beaucoup, ouais. Tu peux dire que tu connais bien Amsterdam. Et c'est au bout de combien de temps, du coup, que tu t'es dit, ok, je vais peut-être laisser mon métier de restauratrice d'art de côté pour lancer un nouveau projet ? Au bout d'1 an et demi, je dirais. Ah oui, donc assez rapidement. Ouais, parce que c'était pas faisable de continuer comme ça les allers-retours, tu vois. Ouais, c'était trop c'était compliqué, contraignant, voilà, compliqué. Donc je me suis dit, voilà, il faut que je cherche. Voilà, et je savais que, je sais pas comment dire, une espèce de sixième sens, je me disais, j'ai une idée qui va arriver. D'accord. Puis tu t'es fait confiance. Ouais, complètement. Pour trouver une idée. Voilà. Et puis c'est arrivé. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, je vais faire un truc là-dessus. Mais alors vraiment, je suis partie à la one again. Ouais. Et ces femmes que tu as rencontrées, c'était des femmes que tu rencontrais, des mères de famille ou des... Oui, et puis alors au départ, j'ai commencé avec mes copines, ouais. tu vois, parce que celles qui avaient entrepris. Alors elles ne sont pas toutes à avoir entrepris. Hein. J'ai des copines qui sont profs dans les écoles françaises là-bas. Qui sont salariés d'autres entreprises qui ont réussi à retrouver du boulot. Mais il y en a d'autres qui étaient entrepreneurs. Et je voulais... Voilà, j'ai commencé par parce que c'était plus simple en fait. Il fallait une base de départ, mais après je voulais pas justement rester que sur Amsterdam parce que je voulais pas qu'on dise c'est que du copinage, c'est trop facile. Et puis c'était intéressant de voir comment ça se passait ailleurs. D'accord. Donc est-ce que tu peux aujourd'hui nous présenter, donc avant de revenir sur tout ça, est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est aujourd'hui le média The Musette que tu as créé ? Ouais. Alors The Musette, c'est un média, mais là en ce moment c'est même en train de changer, tu vois, pour être très, très honnête avec toi, dans le sens où en fait c'est un webzine où on met des articles et des podcasts où on présente ces expatriés entrepreneurs, donc ces expatpreneurs, qui parlent de leur parcours personnel pour savoir juste comment elles sont arrivées dans leur pays d'expatriation, et professionnel pour savoir comment elles ont monté leur projet, d'où il leur est venue leur idée, le déclic, etc. Et puis, c'est aussi un accompagnement business. Hein. C'est-à-dire que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, tu vois, on ne peut pas avoir 25 000 casquettes. On a 25 000 casquettes, mais on ne peut pas tout savoir faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... on peut pas savoir faire forcément tout de suite un site web, mais gérer les réseaux sociaux, créer du contenu tout le temps, vendre à l'international si on a des produits physiques, quoi d'autre, faire de la traduction, avoir des connaissances juridiques, etc. Donc en fait, on a des experts qui sont là pour pouvoir accompagner professionnellement tous ces business à se développer. D'accord. Et apporter des réponses concrètes à leurs problématiques, à eux, qui sont personnelles. D'accord. Et voilà. Et puis on est en train de développer aussi du coaching. Et puis tout récemment est sorti The Closet, c'est-à-dire c'est la marketplace des produits et services imaginés, conçus, réalisés par ces expatriés entrepreneurs. En fait, The Musette, le point de départ, c'est de soutenir, de mettre en avant, d'aider tous ces femmes expatriées entrepreneurs, parce que c'est difficile d'entreprendre déjà. Entreprendre à l'étranger, c'est pas forcément évident non plus, parce qu'il y a la difficulté de la culture, de la confrontation avec une culture différente, une administration différente, un temps différent. Le temps, je sais pas, en Asie n'est pas du tout le même qu'en France. Quand on vous dit oui, ça va être prêt dans une semaine, c'est pas forcément le cas. Il y a des problèmes d'internet, donc on peut se retrouver aussi avec une espèce de solitude, un manque de réseau, plutôt professionnel. Là, moi, c'est plutôt professionnel. Et donc, en fait, The Musette, c'est ça. C'est ce point de départ, c'est de pouvoir mettre en avant, aider, soutenir, et par différents moyens, que ce soit par le webzine, par le business development, on va dire, et par
The Closet, la marketplace, pour mettre en avant tous ces produits. D'accord. Donc, ça a bien évolué. Ouais. Depuis déjà la dernière fois où on s'est parlé, Ouais. tu m'avais présenté ça comme un média C'est ça. il y a quelques mois. Donc, Ouais. je vois qu'il y avait vraiment eu une évolution Ouais. dans la stratégie, dans le business. Et c'est Ouais. super intéressant aussi. Et j'ai envie d'en parler avec toi. Pourquoi le nom The Musette? Est-ce que ça a une signification particulière? Oui, ça c'est un petit clin d'œil à mon métier de départ. Parce qu'en fait, les muses étaient les femmes qui inspiraient les artistes. Ah Et donc, oui. moi, c'est toutes ces petites femmes, les petites musettes qui s'inspirent les unes et les autres, qui se motivent et qui s'entraident. D'accord, ok. Donc tu m'as dit, donc voilà, donc l'idée a émergé doucement lorsque tu as rencontré donc ces femmes entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les étapes en fait de création donc, du projet? Donc lorsque tu étais à Amsterdam, est-ce que voilà, il y a eu vraiment aussi un déclic où tu t'es dit ça y est, je me lance, je crée le média? Est-ce que voilà, tu peux nous parler voilà de ce moment? Est-ce que tu te rappelles du moment où tu t'es dit ok, je passe concrètement de l'idée à l'action? Et après, les étapes, en fait, tout simplement, que tu as mises en place pour la création de Musette. Alors moi, il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez créatif et que quand j'ai quelque chose dans la tête, il faut que ça sorte rapidement dans Ouais. plein de domaines, sinon ça mouline. Donc en fait, quand j'ai eu l'idée à peu près, j'ai commencé, j'avais eu l'idée je pense en avril-mai. De quelle année, du coup? Alors, attends, 2017, Ouais, je crois. 17. Quelque chose comme ça. Et puis en fait, à l'été, j'ai fait tout mon site toute seule. Parce que, Ouais. voilà, Toute seule? D'accord. Ouais, toute seule. Parce que je pense qu'on en parlera plus tard, mais il ne faut pas croire que c'est parce qu'on est expat Ouais. qu'on a forcément un réservoir financier très important. Ouais, exactement. Donc, je l'ai fait toute seule. Je suis partie avec des choses gratuites. Et, j'avais commencé avant à récolter quelques témoignages de copines pour mettre en forme et tout. Donc j'ai créé le site, j'ai mis ça en ligne. Je l'ai lancé en janvier, parce que le temps de mettre tout en place, dans ma tête, c'est ça. ça passe vite en même temps. Et puis j'ai eu tout de suite des bons retours. Donc en fait, j'ai pas, j'y suis allée, disons, au culot, quoi. Sans réfléchir, en me disant juste, j'espère que ça va plaire. C'est pour ça que j'ai pas investi énormément. Oui. J'y suis allée, voilà. J'ai posé mon truc. J'ai fait appel à une designer pour mon logo, parce que c'est vraiment quelque chose, vraiment... Enfin voilà, il fallait une identité, si tu veux. Donc il fallait pas se louper trop là-dessus. Le nom, ça a été avec des discussions de potes. Donc voilà, c'était même un pote à moi. C'était pas une femme qui m'a trouvé, c'était un pote qui m'a aidé à trouver ça. Et puis après, j'ai lancé parce qu'il fallait pas que ça reste dans ma tête. Et voilà, quoi. Et après, voilà, je te dis, j'ai eu des bons retours. Donc je me suis dit, écoute, je continue. Ouais. Ça plaît. Et puis voilà, au fur et à mesure. Et après, ça a grandi. Exactement. Et puis on en parlera peut-être quand on parlera un petit peu justement du financement. On le disait, beaucoup de femmes expats en profitent pour se reconvertir, créer leur boîte. Est-ce que toi, tu as souffert un jour d'être femme d'expat? Pas forcément, parce que j'ai pas eu. Alors, tu vois, parce qu'on est tombé dans un pays, je dirais, avec une culture différente, parce que j'aurais été en Asie, je pense, ou en Afrique. Je sais que c'est beaucoup. Mais toi, ton mari fait quoi? Oui, mais moi, je fais quelque chose, tu vois. Je sais que j'ai interrogé beaucoup de femmes. Justement, ouais. Et on leur dit, je leur pose la question, est-ce que tu as ce statut de femme 2? Et oui, beaucoup. Bah oui, exactement, beaucoup. Ouais. Tu es la femme 2. Mais... Je pense qu'on est 90%. Peut-être, je ne connais pas les stats, mais avoir suivi notre mari en expat plutôt que l'inverse, en fait. Donc, c'est les clichés, quoi. Ça doit être dans les 80%. Ouais, 80%, c'est énorme. C'est beaucoup. Donc, j'ai pas trop souffert de ça. Par contre, après, ce qui est marrant, c'est que moi, si tu veux, c'est le réseau personnel qu'on se fait, quelque part, c'est grâce à nous, les femmes. Tu vois, ce lien social qu'on crée, parce que... Alors, je mets dans des cases volontairement pour l'instant, c'est en disant que c'est les femmes qui suivent et pas les hommes, mais même quand c'est les hommes, c'est à eux de faire ce travail d'amitié, etc. Et en fait, aux soirées, si tu veux, mon mari, c'est le mari d'Adeline. Parce que ouais. Bah oui, parce que c'est moi qui connaissais tout le monde, quoi. Ah. J'avais fait tout le réseau et qu'on était invités à des trucs et que lui, il venait. Bon, après, il s'en est fait grâce des potes. à The Musette, t'avais fait le réseau ou pas forcément un peu des deux, quoi. Un peu des deux, quoi. Mais après, si tu veux, quand t'es expat, t'es obligé d'aller de l'avant, t'es obligé d'aller rencontrer les gens. Tu peux pas rester dans ton coin où c'est un peu compliqué, quoi. T'as pas ta famille à côté, t'as pas tes premiers amis, je dirais, d'origine. Donc, il faut pouvoir se mettre en danger, entre guillemets. C'est comme les enfants qui, quand ils arrivent dans une nouvelle école, tu vois. Il faut qu'ils se forcent
un peu aller voir les gens. Et donc voilà, c'est lui qui devenait mari d'eux. Ouais, bah c'est super. Bravo, parce que c'est cool quand c'est dans ce sens-là. Ouais, c'est ça. Et justement, toi, aujourd'hui, tu as rencontré énormément de femmes d'expat dans plein de pays différents, voilà, avec des professions différentes. Mais j'ai plusieurs questions par rapport à ça. Déjà, quelles sont les problématiques qui reviennent, en fait, qui sont un peu communes à toutes les personnes que tu as pu interviewer, rencontrer par tous tes canaux? Bah, déjà, c'est une question de solitude. Parce que quand on entreprend, souvent, elles entreprennent seules, parce que c'est difficile d'entreprendre à deux. Il faut trouver le bon associé, le bon partenaire, etc. Donc la solitude de fait de pas forcément être dans un pays, parce que quand tu t'expatries, t'as pas tous tes potes, donc il faut tout recommencer. Donc ça, voilà. Le réseau professionnel aussi, parce que pareil, tu dois tout recommencer, quoi. Et puis surtout si tu as entreprise, c'est complètement, tu peux te servir de ton réseau de base, mais si tu as fait complètement quelque chose de complètement différent, la cible n'est plus la même. Donc voilà, donc c'est surtout ça en fait, c'est la solitude et le réseau pro, quoi. Ouais. Et si tu pouvais me parler un petit peu des rencontres qui t'ont particulièrement marqué sur The Musette, est-ce que tu as, je sais pas, 2-3 femmes en tête Toutes, elles sont toutes dingues. Alors non, moi j'aime beaucoup, je la cite souvent, mais c'est vrai, je trouve, parce que c'est original, et puis en même temps, faut le faire. C'est Marie qui est à Hong Kong, elle a monté une ONG, carrément, je trouve ça ouf. Elle est partie de rien, quoi, en fait. Et son ONG, ça s'appelle Uplifters, et en fait, elle met en place des cours pour aider les helpers, justement, toutes ces femmes qui aident les expatriés à gérer leur argent pour pouvoir en fait en garder pour elles aussi, parce que sinon elles envoient tout à leur famille, elles n'ont rien après. Donc elle a monté ça et elle se fait aider. Son ONG a beaucoup grandi. Qui c'est que j'aime d'autres? J'aime beaucoup aussi Julie, la fondatrice de l'Envers, qui est en Portugal, oui, c'est Portugal, parce qu'en fait, elle était dans la mode avant, dans son métier principal, on va dire, d'origine. Et en fait, elle s'est rendue compte que la mode c'était beaucoup de la fast fashion, du consumérisme, etc. Et en fait, elle a tout voulu reprendre depuis le début, donc à l'envers, entre guillemets. Et elle fait de la maille et des choses très jolies. Elle avait une histoire aussi, parce que dans sa famille, ils travaillaient aussi la maille. Donc, il y a toute une histoire et un parcours personnel et professionnel hyper intéressant. Qui c'est qui j'aime d'autres je cherche dans les pays, attends, j'en ai plein d'autres. Aussi en Amérique du Sud, j'ai bien aimé Florence, qui est belge, et en fait qui est partie, ils sont partis avec son conjoint au Chili, et puis ils ont monté une agence sur mesure de voyage au Chili, en fait. Et donc ils te créent des expériences un peu comment dire sur mesure, hors des sentiers battus, quoi. Et puis après, voilà, je les admire toutes pour créer un produit. Il y a par exemple Claire qui fait les savons Akibé. Elle est au Gabon et elle prend des produits là-bas, elle le fait elle-même. Et d'ailleurs, avant, elle a vécu 7 ans ici à Dubaï. D'accord, ok. Donc, voilà. Mais je me fais un peu l'avocat du diable, mais parce qu'en fait, c'est une problématique que moi, je peux rencontrer. Et puis Dubaï, ça coûte cher, on va pas se le cacher, c'est une destination qui coûte très cher. Entreprendre, ça peut coûter très cher. Et parfois, c'est un luxe que tout le monde ne peut pas forcément s'offrir, en fonction des pays encore, je dis bien. Toi, est-ce que... tu peux un peu nous parler de ça, parce que finalement, entreprendre, je pense que quand on a de l'argent, c'est facile d'entreprendre. Quand on n'a pas d'argent, ça peut être beaucoup plus compliqué d'entreprendre. Et justement, on peut se dire, du coup, comment j'entreprends, parce que ça coûte très cher. Et encore une fois, je le reconnecte à Dubaï, c'est pas un secret de toute façon. Toi, est-ce que ça coûte cher d'entreprendre? Et quels ont été un peu déjà ton ressenti, toi, par rapport à ça? Est-ce que toi, ça t'a coûté cher d'entreprendre? Est-ce que ça coûte cher aussi de développer ton activité? Et quels sont tes retours un peu d'expérience par rapport à ça? Parce que, voilà. Ouais. Alors oui, oui et non, je dirais ça coûte cher, ça dépend. Pour moi, ce que j'ai fait, en fait, je suis partie, comme je disais au départ, avec plein d'éléments, Ouais, mais c'est vachement intéressant justement à creuser ça. Si tu peux un peu nous en parler. Oui, écoute, je suis partie j'ai fait un site WordPress, j'ai trouvé un truc, j'ai trouvé un template gratuit, je me suis trouvé des images gratuites, j'ai fait les photos des copines pour pouvoir illustrer les portraits, je les ai fait moi-même, donc voilà.
Après, donc j'avais payé une fille pour faire le logo, mais c'était pas non plus démesuré. Alors à l'époque, je sais plus, ça devait être dans les 200 €. Donc tu vois, c'est pas voilà. Oui, parce qu'elle avait fait plusieurs propositions, parce que voilà, donc voilà. Après, je pense que il faut à un moment savoir où investir. Clairement, je pense que la femme expatriée qui a suivi son mari, j'en fais totalement partie, a une espèce de souci avec cette dépendance financière et que moi j'ai beaucoup de mal à vivre, même si c'est que dans ma tête. Hein, parce que... Non, mais c'est normal, moi aussi. Donc voilà. Donc voilà. Alors même si moi j'avais avec les restaurations de tableau des sous de côté, etc. À un moment, ça s'épuise. Mais je pense qu'à un moment il faut savoir investir. Donc moi j'ai décidé d'investir. J'ai une community manager pour faire les réseaux sociaux. Parce que c'est chronophage, ça prend beaucoup de temps. C'est intéressant, hein, et de toute façon, il faut mettre la main à la pâte. Donc moi, j'ai commencé par moi-même à faire Instagram. Quand elle est arrivée, voilà, l'identité de marque s'est faite, si tu veux. Mais au départ, c'était plus bancal, parce qu'en plus, c'était pas du tout un réseau que je connaissais bien, ou c'était pas forcément ma tasse de thé. Donc voilà, maintenant, je regarde ça tous les jours. Parce que tu préférais faire, parce que je préfère rencontrer les gens, je préfère écouter leurs histoires. On peut pas tout faire. Exactement. Et puis, oui, comme je te dis, ça prend énormément de temps de faire les réseaux. Donc, et encore, je parle que d'Instagram, il faut parler aussi de Facebook, LinkedIn, etc. Bien sûr. Donc ça, j'ai investi. Et puis, quelques temps après, comme je voyais que tout le monde disait que c'était très, très, très intéressant, etc., le site, il a fallu un peu à l'améliorer. Donc, j'ai fait appel à un webmaster. Mais ça a été fait, j'ai dû commencer avec lui il y a 1 an, tu vois, juste pour cette partie-là. Et puis pour lancer la marketplace. Là, j'ai investi parce que c'était trop compliqué pour moi. C'était trop technique. Voilà. Après, j'ai choisi où je mettais l'argent. Ouais. Maintenant, je sais que ça prend du temps. Parce que si j'avais plus d'argent que ça, certainement que je pourrais faire 2 fois plus de choses comme j'aimerais le faire parce que j'ai énormément d'idées, mais que je ne peux pas encore pour l'instant. Alors, je prends mon mal en patience. Et après, ça va... ça va déboucher sur quelque chose, tu vois. C'est après, quand j'aurai... Alors, on dit qu'il ne faut jamais attendre que ce soit parfait. C'est vrai. C'est vrai. Le mieux est l'ennemi du bien. Exactement. Mais moi, j'ai du mal à me l'appliquer aussi, tu vois. Mais à un moment, il faut le faire. Parce que sinon, moi, ça reste dans la tête, c'est pas possible. Donc, je le fais. Et même si c'est pas parfait, voilà. Quand je restaurais les tableaux, des fois, je me dis, mais on voit que ça. On voit que la restauration de tableaux. Et en fait, les gens disaient, mais c'est génial, on voit rien. Moi qui fais de l'accompagnement et de la production podcast, parce qu'enfin, je me suis lancée aussi il y a pas longtemps. Parfois, je me dis, mince, mais c'est pas tout à fait parfait. Et en fait, au bout d'un moment, il faut se lancer parce que les premiers sont pas forcément les mieux, et puis en fait au fur et à mesure c'est de mieux en mieux en fait. Et puis mais justement, il y a un peu un double sens dans ce que tu dis, parce que c'est intéressant. Toi, t'as fait partir d'un projet The Musette qui te rapportait pas à quelque chose en fait aujourd'hui, où tu as imbriqué un petit peu des briques pour que ça te rapporte. Donc il y a 2 choses par rapport à ça. J'ai envie que tu me parles justement de... je pense que tu as fait ça aussi parce que tu en avais un peu marre de dépendre de ton mari et que tu avais besoin de transformer ça en business. Donc déjà, comment toi, tu as appréhendé ça? Et ensuite, comment te sont venues en fait, justement cette nouvelle brique pour en faire vraiment un business qui te rapporte? Et aujourd'hui, si tu peux nous parler un peu du business plan et comment tu te sens par rapport à ça, sans entrer dans les détails financiers. Alors, déjà, tu vois, quand j'avais lancé au tout début mon projet, j'ai une copine qui m'avait dit de toute façon, ton projet va évoluer. Je me disais, ça, elle le trouve pas super. Enfin, j'étais un peu vexée. Et puis au final, mais elle avait carrément raison, ça a carrément évolué. Oui, je voulais pas parce que en fait, c'est-à-dire que ça prend énormément de temps. J'adore, hein, c'est pas une question de ça, c'est une question. J'adore rencontrer ces femmes. Tu vois, je peux avoir des conversations avec une fille à Hong Kong et puis à New York le même jour, c'est juste top. Mais c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup d'énergie qui leur apporte à elles. Exactement. Et moi, il faut qu'on gagne, quoi. Et puis, j'ai créé une communauté, on commence à être nombreux, donc faut aussi que ça aille dans les 2 sens. Bien sûr. Et, entre guillemets, tout travail mérite salaire, quoi. Exactement. Donc oui, il a fallu penser des idées, mais au départ, je suis quand même partie de leurs besoins. Donc tu vois, on avait besoin de quelqu'un pour les accompagner professionnellement, parce que voilà, Aline, tu connais pas quelqu'un qui pourrait m'aider sur un site web? Ah, j'ai besoin de vendre à l'international, comment je ferais? Ah, tu connais pas un truc en juriste? Alors oui, je peux passer des noms, mais à un moment, il faut que ça rapporte que ce soit gagnant-gagnant pour le client, pour moi et puis pour l'expert. Exactement. Donc voilà, donc ça s'est mis en place. Et puis après, parce que je me suis dit aussi pour le closet, je me suis dit, il faut... ces nanas, j'avais regardé des études et c'était marqué, quand on voit des marketplaces, on vend plus sur une marketplace que quand on est tout seul avec son petit site. Et je me suis dit, mais voilà, on reste dans cette idée de solidarité, de groupe, de sororité que sont toutes ces filles.
Et donc, on va se mettre en avant et on va même créer la marketplace pour qu'elles aient encore plus de chances d'être vendues, plus de visibilité. Et donc, voilà, moi, en fait, si tu veux, je prends une commission en étant porteur d'affaires avec les business, avec les coachs, les experts, et puis une commission sur les marketplaces parce que c'est via tout ce que j'ai mis en place qu'elles peuvent vendre. Tu sais que j'ai eu l'idée sur l'Aléa de faire ça, parce que je rencontre aussi sur le développement personnel et tout, mais je ne me suis pas lancée parce que je me suis dit, est-ce que justement ça sert vraiment, tu vois? Donc tu es en train de me... écoute, voilà. Alors on est au tout début, donc reviens dans un an. Je vais peut-être me lancer du coup. Voilà. Mais non, mais en plus de ça, je trouve ça hyper chouette. Et puis on a des produits hyper variés, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et c'est surtout... The Closet, c'est surtout que ça a une histoire. C'est pas comme je l'ai mis, une espèce de slogan qu'on a mis, c'est Buy a journey, not just a product. C'est-à-dire, vous achetez, tu vois, un parcours, une réflexion, il y a des valeurs éthiques parce qu'elles font appel elles font attention à l'environnement, elles font attention au travail des hommes avec un grand H, avec qui elles travaillent. Il y a un impact social aussi qui est hyper important parce que souvent, elles peuvent faire travailler des familles locales. Je pense à, par exemple, une fille qui développe des produits en Inde. Mais le petit atelier indien, il fait vivre toute la famille. Tu vois. Donc, ça a un impact aussi. Pareil pour le Portugal. Enfin, tu vois, et elles font travailler les personnes. C'est local aussi. Donc, tout ça, en fait, c'est plus qu'une grosse marketplace où on fout plein de produits. C'est une marketplace, mais où tu as des produits avec une histoire et avec des valeurs hyper fortes. Et encore une fois, et qui viennent des idées de ces femmes qui sont expatriées. Et donc, avec aussi l'histoire du pays. Ouais. D'accord, super. Et donc, il y a ça, donc, en développement d'activité. Donc, il y a 7 briques, il y a le shop. Donc, tu m'as parlé aussi tout à l'heure de coaching, d'accompagnement, de mise en relation. Donc, c'est aussi une deuxième brique de rémunération pour toi. Aujourd'hui, c'est quoi tes socles de rémunération pour, Un chiffre, tu veux dire? Non, tes points de rémunération. Tu as la partie coaching. La partie coaching expert et la partie marketplace. OK. Toi, aujourd'hui, inspiré de tes rencontres, quels conseils tu donnerais aux femmes d'expats qui vont arriver à Dubaï, et on va en parler, qui nous écoutent? Tu veux dire pour arriver en expatriation ou pour se lancer en entrepreneuriat? Pour les deux. Alors, pour se lancer en entrepreneuriat, moi j'ai une espèce de citation, citation mantra, ou je ne sais pas comment on dit comme on veut, qui m'accompagne tout le temps. C'est de toute façon, j'ai rien à perdre. Et je le dis même à mes enfants, mais tu n'as rien à perdre. Donc, si tu veux, je me lance. Au pire, j'ai perdu quoi? Du temps. Un peu d'énergie. Bon, voilà. Mais un exemple hyper concret que je donnais à mes enfants, ce week-end, on a vu le triathlon de Dubaï. Et il y avait les professionnels. Ouais. Et on voulait voir le champion du monde qui est français quand même, Cocorico, Vincent Louis. Et je me suis dit, mais on veut avoir un autographe, ou en tout cas une photo. Et je disais à mes enfants, mais on va l'appeler, on va lui demander. Ah non, maman, on ne demande rien. Non, la honte. Je dis, mais non, on n'a rien à perdre. Donc, j'ai appelé Vincent. Et le gars, il est venu prendre la photo. Et c'était ça, en fait. Et en fait, c'est un peu dans tout ce que je fais, si tu veux, j'ai rien à perdre. T'as rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre à vous lancer, quoi. À part du temps, quoi. C'est ça. Voilà, mais bon, en expatriation, vous avez de toute façon un moment. Alors, sauf si vous êtes salarié, il n'y a pas de question à se poser. Mais si vous avez envie d'entreprendre, vous avez un peu l'âme aventurière et se lancer là-dedans. Mais vous avez un temps dans cette expatriation, vous avez le temps d'adaptation, le temps de découvrir la ville, etc. Mais profitez aussi de ce temps pour lancer dans votre projet. Vous n'avez rien à perdre. Ouais, exactement. Toi, si tu pouvais nous dire un peu, justement, une victoire et un échec par rapport à ce projet The Musette. Une victoire. Quelque chose dont tu es fière. Ouais, c'est quand même d'avoir construit une communauté qui est toujours là, qui grandit et qui répond présente. Et dans les échecs, oui, alors forcément il y en a. Forcément, je voulais mettre des idées, ça se mettait pas en place comme je voulais, me disant je comprends pas, ça marche pas. Je sais pas, j'avais pu faire, je sais pas, par exemple des webinaires, t'as pas d'inscrits, tu fais ok, super, bon pas compris. Bon, ça arrive, ça t'apprend. C'est vraiment, c'est un peu quand j'interroge des nanas qui sont aux États-Unis, c'est un peu ça. J'essaie de récupérer cet esprit, mais c'est pas un échec en fait. Là-bas, ils sont très, mais non, mais tu testes, c'est vachement bien, c'est super. Ouais, alors qu'en France, c'est test and learn. Oui, voilà, exactement. Moi aussi, là, c'est ça. Bien, c'est ça. C'est pas forcément une partie agréable, là, l'échec. Mais voilà. Ouais, mais t'apprends tellement.
Ah bah on apprend. Enfin, t'apprends Après, tellement. Tu te remets en question. C'est con à dire, mais t'apprends tellement. Ah oui, Enfin, voilà. Et puis après, tu t'entoures et puis tu demandes. Et puis au fur et à mesure, tu vois, je m'entoure, j'ai besoin de conseils parce qu'à force d'avoir le nez dedans matin, midi, soir, manger, rêver, dormir, projet The Musette, il faut un œil extérieur aussi. Ouais. Et ça, c'est un conseil que je pourrais aussi donner, c'est voilà, entourez-vous pour avoir un œil extérieur parce que on a la tête dans le guidon et c'est pas tout le temps évident. Ouais. Aujourd'hui, on va parler de Dubaï un petit peu, puisque tu es quand même à Dubaï depuis quelques mois. Qu'est-ce qui vous a... quelle est l'opportunité, j'imagine, le travail de ton mari qui t'a, mais bon, voilà. Comment vous êtes arrivé, dans quel contexte vous êtes arrivé à Dubaï et quand? En fait, on nous a appris ça hyper tard. Je pense qu'on nous a appris ça en avril de cette année, en disant, bon, bah, voilà, occasion de partir à Dubaï. Et alors, dans la même boîte, en fait. Dans la même boîte, voilà. C'était, en fait, ils ont gagné... un client, et donc voilà, c'était à lui de mettre ça en place. Qu'est-ce que fait ton mari ici? Il travaille dans l'informatique. D'accord. Et en fait, c'était en même temps le bon moment parce que 6 ans, alors c'était embêtant, voire déchirant de quitter des potes, mais on en avait déjà pas mal qui étaient partis. Ça, c'est le lot de l'expatriation. Tous les 3, 5, 7 ans, il y en a qui partent, donc c'est jamais évident. Mais en même temps, je sais pas si c'est la pandémie qui a fait que, mais c'était... ouais, tu vois, d'avoir été enfermée tout le temps, de ne pas pouvoir sortir, etc. Au bout d'un moment, j'avais besoin de voir autre chose, de tester autre chose. Et on ne voulait pas forcément rester en Europe. On voulait tester vraiment une culture différente. Coup de bol, on s'est tombé sur une autre culture complètement différente. Et c'était Dubaï. Et donc, ça s'est fait hyper vite. Et on est arrivé en été, fin été. C'était, tu vois, fin août. Et ça, fin août, c'est chaud. Ouais, c'est chaud, c'est le cas de le dire. C'est chaud. Et ça a été un peu compliqué, en fait, d'arriver en pleine canicule. Ici, il fait quoi? Il faisait 39, 43 l'après-midi. Et en fait, t'es enfermé tout le temps. Donc ça, c'est un peu le côté compliqué. Et c'est que maintenant qu'on commence à apprécier parce que voilà, les températures sont top. Et qu'on peut sortir vraiment. Et qu'on peut... on n'est pas obligé d'aller voir que les malls. Ouais. Surtout que c'est pas du tout ma tasse de thé. Donc... c'est clair. Et justement, quelles ont été tes premières impressions et quelles sont tes impressions aujourd'hui de Dubaï? Alors, quand je suis arrivée avec le taxi en sortant de l'avion, etc., je me suis dit, waouh, ah ouais, c'est vraiment New York, quoi, dans le désert. J'aime beaucoup l'architecture. Ils ont des buildings hyper variés au niveau d'architecture. Je trouve ça hyper sympa. Je me suis dit aussi, alors surtout en voyant l'exposition universelle, parce que là, je trouve que c'est top d'aller la faire, et en voyant le pavillon des Émirats Arabes Unis, de se dire, mais en 50 ans, le gars, il a construit tout ça. Tu vois, le cheikh, il a mis tout en place pour avoir tout ça, et c'est juste dingue. Moi, on aime ou on n'aime pas, si tu veux, mais je trouve ça juste dingue. Il faut mettre les choses à leur place, et tu dis, mais nous, en 50 ans, en France, on fait quoi? Bah, lui, il a créé... une ville hyper grande, quoi. Ouais, un pays avec une économie, avec des services de fou. Il y a les côtés clichés qu'on veut bien nous montrer à la télé, mais c'est pas que ça du tout. Si on va un peu plus loin, y a des plages super sympas et pas forcément clichés. Il y a une nature. Alors moi, j'avais un peu peur de la nature, trop de sable, trop de rochers, trop ça. Bon, en fait, c'est assez vert, hein. Tu vois, j'ai été assez surprise. Je me dis, il y a des choses vertes, hein, quand même, il y a des parcs et tout. Même si tu vas un peu plus loin, ce qui est dans les Émirats, c'est Dubaï. Moi, on a été là voir le Louvre, mais c'est magnifique. Ouais. L'architecture est juste top. J'y vais samedi, là, j'ai trop hâte. Ah tu vas voir, tu me fais ton compte rendu, c'est juste top. La mosquée d'Abu Dhabi, la plus grande mosquée du monde, est magnifique, c'est impressionnant. Et moi qui ai vu le Taj Mahal, c'est plus grand, j'ai l'impression, et c'est ouf. Les gens sont très gentils et il y a une qualité de service qui est indéniable. Ouais. Voilà. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec ça, mais bon, c'est de la politique et voilà, on ne va pas rentrer dedans. Mais c'est très appréciable et puis il y a une diversité. On rencontre de toutes les nationalités. Ouais. Et comme tu me disais quand on avait fait le podcast ensemble, c'est 90% d'expatriés. Ouais. Donc c'est top de rencontrer des Japonais, des Américains, des Espagnols, des Portugais, et d'être confronté à tout ça, quoi. Mais moi qui te suis un peu sur Instagram, mais crois-moi, ça se voit que tu es une habituée de l'expatriation et ça se voit que
en journée, t'es en contact toute la journée avec des entrepreneurs, parce que je n'ai jamais vu quelqu'un s'intégrer aussi facilement en peu de temps. Bah, je pense que t'as fait plus de trucs que moi en 2 ans, quoi. Enfin, tu vois, alors, déjà, on n'avait pas le Covid comme toi, t'as été été enfermé. à une vitesse, mais genre, je me dis, ah ouais, elle fait ça Mais, déjà. mais parce qu'on aime bien découvrir. Parce qu'on Et puis, t'es une habituée aussi, je pense, en fait. Oui, vous avez eu puis... tous les mécanismes, ok, voiture, villa, machin, oui, ok, parce que ça, qu'on n'a pas eu forcément. Parce que moi, j'avais été expat célibataire, pas en famille, donc c'est complètement différent. C'est ça. Non, mais surtout, en plus, toi, t'es arrivé en plein Covid. Oui, bah évidemment. Et après, c'est vrai qu'on a eu de la chance que tout s'est enchaîné. Enfin, je veux dire, nous, notre container, il est arrivé avant qu'on arrive à Dubaï. Ah oui, d'accord. Donc ouais, déjà, si tu veux, t'arrives, t'as plus qu'à... t'es déjà chez toi, t'es quoi. déjà chez toi, t'as plus qu'à relever les cartons. La voiture, on avait prévu de la louer avant, donc c'était là le jour même. Donc ça s'est fait hyper facilement là-dessus. Et après, oui, mais parce que le réseau musette. Parce qu'on m'a dit, ah, mais alors attends, tiens, j'ai ma copine qui arrive à Dubaï, machin. Et puis je suis sur Insta aussi. J'ai rencontré une nana, elle me suit sur Insta, elle me dit, j'arrive aussi à Dubaï, est-ce qu'on se rend compte? Ouais, carrément. Voilà. Et ça, c'est un truc avec le projet Exo Musette que j'ai développé, parce qu'avant, j'étais pas hyper... en France, tu vois... aller vers les gens, quoi. J'ai mes potes, enfin, tu vois. Et l'expatriation te force à t'ouvrir. Et donc, tu rencontres plus de monde. Et maintenant, j'adore. Enfin, tu vois, tu vas faire des cafés, t'accroches plus ou moins, mais au moins, tu rencontres du monde, quoi. C'est clair. Quel quartier as-tu choisi et pourquoi ? Alors, nous, on a fait dans le pratique. En fait, c'était très compliqué parce que quand j'ai regardé Amsterdam, où vivre à Dubaï, il y a plein de... Il y a plein de quartiers, etc. Et en fait, nous, on a commencé par choisir l'école. Grâce au groupe Facebook qu'il y a ici, tu vois, on avait plein de noms d'écoles, mais encore faut-il pouvoir dire, ok, laquelle je choisis, sachant qu'elles sont assez chères, parce que c'est toutes des écoles internationales. Et puis en fait, à Amsterdam, j'avais un contact qui m'a donné un nom de contact ici, d'une prof ici, qui m'a dit, je vous conseille celle-là par rapport au budget, est-ce qu'on voulait aussi un système IB. Donc voilà, et une fois qu'on a trouvé l'école, on a choisi le quartier en fait. D'accord. Et coup de bol, on a trouvé une maison à 5 minutes de l'école, quoi. Qui est où c'est quoi le quartier The Lex. The Lex, d'accord. Mais voilà, c'était aussi un critère, on voulait pas être trop loin de l'école, parce qu'on savait qu'à Dubaï, il peut y avoir des bouchons. Oui. Et que moi, je voulais pas passer 3 heures dans la voiture. Là, je comprends tout à fait. Je passe vite, hein, donc j'ai autre chose à faire que... Et d'ailleurs, donc, tu as 2 enfants. Comment tes enfants, ils ont réagi à cette nouvelle expatriation ? Parce que c'est pas forcément évident. Ils ont quel âge, tes enfants ? Alors, mon fils a 12, ma fille a 10. Oui, donc c'est des âges en plus où c'est un peu copain, machin. C'est pas évident. Alors, au départ, à l'idée, quand on leur a dit, c'était hyper excité. Parce que voilà, forcément, tu essaies de vendre les bons côtés positifs, le soleil, la plage, la piscine, etc. Les trucs un peu clichés, mais bon, ce qui est vrai. Et puis après, ça a été très dur pour eux de quitter Amsterdam. Ça a été des pleurs, voilà. Arrivée ici, ma fille avait presque une copine avant d'arriver. Parce que voilà, encore une fois, du réseau, ce qui fait qu'on m'a dit, tiens, je viens de nous rencontrer, ma fille a le même âge que la tienne, donc voilà, c'était facile. Mon fils, ça a été plus compliqué au début parce que Covid. Donc l'école met un système, enfin ils ont le masque tout le temps, donc déjà pour voir les visages, c'est compliqué. Parce qu'ils restaient à leur place pratiquement toute la journée et parce qu'ils ne sortaient pas. En plus de la chaleur, il y a le Covid. Ouais, c'est compliqué. Donc très, très compliqué. Là, ça va mieux, mais voilà. Mais c'est un âge, en effet, où les copains manquent beaucoup. La ville, voilà, ils ont quand même grandi là-bas presque. Donc c'est difficile et j'en discutais avec Marie, une coach que j'ai interviewée d'ailleurs. Et on a toute cette culpabilité un petit peu de faire bouger aussi les enfants. On sait que c'est une super expérience, on sait que ça va leur apporter des choses, ils vont pouvoir s'adapter, etc. Mais en même temps, c'est compliqué parce que c'est l'époque des copains, parce qu'il faut tout recommencer pour eux aussi, quoi. Avant de finir sur ma dernière question, donc tu nous as donné quelques escapades, quelques adresses, mais est-ce que tu peux me donner ton top 3 des adresses ou escapades à Dubaï ? Alors, à Dubaï, oui, mince, je ne me rappelle plus du nom du resto. Bon, sinon, si on peut faire, il y a un brunch à faire, c'est le Bab al Sham. Ouais. Ça, c'est top. Je suis d'accord. Forcément, ça a un coût, clairement, mais aller bruncher dans le désert, parce que le brunch, c'est ce qu'ils font ici. Enfin, autant à Amsterdam, c'était aller faire les balades dans les canaux. Autant ici, c'est le brunch, donc c'était très sympa. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre et puis après, nous, on ne sait pas à Dubaï, mais on a été au nord d'Oman. C'est Kassab. Ouais. Et c'est très nature pour le coup, mais nature rocaille, sable et tout.
Mais il y a la mer. Il y a des dauphins. Il y a des dauphins. C'est magnifique. Alors, ça, c'est super. C'était une expérience incroyable avec les enfants. Et puis surtout, après, on est monté donc il faut avoir une voiture spéciale, enfin, qui fait la montagne. Mais voilà, on a été vraiment en hauteur et on a vu un fennec, un truc de fou. Ouais. Et puis surtout, à un moment, alors on monte la montagne, on la redescend et sur l'autre flanc, enfin, une espèce de vallée, on a vu des espèces de prémices de champs comme à la française, si tu veux, où c'est vraiment quadrillé et avec quelques bêtes et de l'herbe. Tu fais, mais alors, attendez, on vient de sortir du désert avec rien du tout et dans le bas de la vallée, t'as de la verdure. Moi, je me dis, mais comment ils font? Ouais. Mais très sympa. Voilà. Ouais. Si on va finir par tes projets pro et perso. Alors, est-ce qu'on va rester ici combien de temps? J'en sais absolument rien. Ça dépend forcément du boulot de mon mari. Après, c'est encore trop tôt, je trouve, pour le dire. Tu vois, si on n'a pas encore assez découvert. Ouais. Ça fait combien de mois Ça va faire 3 mois. Oh oui, donc c'est vraiment c'est jeune. ma grossesse. Mais donc voilà, c'est une ville sympa qu'il faut encore qu'on appréhende. Bon, à voir. On verra dans un an, je te dirais. Et puis en plus, encore une fois, est-ce qu'on rebougerait ailleurs? Tu vois, là, les enfants deviendraient plus grands. Ouais. Donc c'est de plus en plus compliqué, plus compliqué, là. Le bac, machin, ça, tu vois. quitter les potes et tout, Ouais. donc ça sera vraiment une grosse problématique. Mm. Donc à voir quand ils seront plus grands, si on le fait pas. Et puis même par rapport à la famille, tu vois, voilà, ça fait déjà 6 ans qu'on est partis, on est peut-être partis, je sais pas, entre peut-être 9 ans en tout. Voilà, à voir. Et puis professionnellement, écoute, non, ça va s'agrandir, j'espère. Voilà, j'essaye d'avoir encore plus d'aide, de recruter éventuellement des stagiaires ou voilà, des âmes qui seraient là aussi pour nous aider, parce que c'est comme tu disais, je peux pas engager, voilà, c'est une question de budget, on peut pas engager pour l'instant trop, donc ça va grossir et ça va se développer, parce que j'ai encore plein d'idées, mais voilà. D'accord, super. Avec des choses adaptées à Dubaï ou pas forcément Non, parce que moi ça reste international. Voilà, et c'est le but que tu veux. Exactement, ouais. Très bien. Merci beaucoup. Merci Laura. Vous venez d'écouter Histoire de Dubaï. Merci beaucoup et à tout de suite sur les comptes Instagram Low from Paris et Histoire de Dubaï _podcast pour découvrir les coulisses de l'épisode.